Salut tout le monde, bienvenue au Fabercast. Je suis votre animateur Faberglass et puis cette semaine sur le podcast, on peut finalement mettre le TKO 47 derrière nous et on passe en mode UFC Ottawa. Je veux tenter de squeezer quelques combattants qui vont se battre sur cette carte-là avant de vraiment me mettre en mode TKO 48 qui va avoir lieu le 24 mai à Gatineau, 20 jours après la carte de l'UFC Ottawa. Donc on a déjà eu sur le podcast One Adams qui va combattre sur cette carte-là. Cette semaine, on ajoute deux combattants. Le premier que je vous offre en entrevue, c'est le combattant canadien Carl Nelson de Monster. Il dispute son deuxième combat dans l'UFC. Ça va être contre Matt Sells chez les 145 livres et ça va être un très bon combat. Ensuite, on parle avec Vince Morales. Lui aussi, c'est son deuxième combat dans l'UFC. Comme Carl Nelson va tenter d'aller chercher sa première victoire dans l'UFC et il affronte Ayman Zahabi, quelqu'un qu'on connaît très bien ici. Donc, j'ai une très belle discussion avec Vince Morales. Je vous offre ces deux entrevues-là et à la suite de ces entrevues-là, on rejoint mon chum Seb Mani pour y aller d'une prédiction des séries éliminatoires de la Coupe Stanley. On sait que c'est quelque chose qui a maintenant débuté. Et puis, on vous offre notre bracket en exclusivité. Nos prédictions complètes, on fait comme si toutes nos prédictions du premier tour allaient se matérialiser. On vous fait un bracket complet avec notre prédiction pour la finale de la Coupe Stanley et quelle équipe gagnera la dite Coupe Stanley. C'est quelque chose qu'on pensait faire rapidement. Ça a été vraiment beaucoup plus long que prévu. Mais c'est quand même une très belle discussion que j'ai vue avec mon ami Seb Mani. Donc, c'est ça le podcast cette semaine. Bonne écoute. Salut tout le monde, on est là aujourd'hui avec Carl the Monster Nelson qui prend le temps de venir nous parler pour son combat à l'UFC Ottawa le 4 mai prochain. Hi Carl, how are you doing today, man? Doing really good, thanks. So you're getting ready for your next fight is in Ottawa on May 4th and you'll be fighting a really good fight against Matt Sells. And I was just wondering like what were your thoughts on that fight, but first I want to get into how you got into the UFC because we kind of been following that story because Jesse Ronson was supposed like to fill in for that fight, and since we're covering TKO pretty hard in Quebec, we were kind of following that, and it fell true for him. So we kind of know his story, but I wanted to know for you, for Carl Nelson, how did this come about? When did you get the call, and how fast did you have like to turn around and just go fight? Yeah, so we ended up getting the call really late. So it was like 10:30, 11 o'clock on the Tuesday before the fight. So we really had, like 2 days to kind of make weight and then kind of 3 days until the fight. So we got the phone call from Sean Shelby, and then we had to be at the UFC Fighter Hotel the Wednesday morning. They wanted to check my weight just to make sure that I was going to be able to make the 155-pound weight class. So it was basically as soon as I woke up, we went over there, and then once I made weight, we started signing contracts. I had to go down to the States to get some medicals and stuff done. Then it was all the pictures and the videos and the media and all that stuff for the broadcast team. Then made weight and went and fought. So yeah, there wasn't a whole lot of time to really do anything to prepare for my specific opponent, but I just showed up and fought. And man, it went pretty good in the beginning. In my opinion, man, you caught him with some real good shots in the first round. And in my opinion, this guy is top 15. I don't know if he's ranked in the UFC rankings and stuff, but he beat some really tough guys. And I think his only real loss is against Dariush, who is a top guy in that division. And it's not even your weight class too. So it was, I think, a real good performance for you in that fight, even though you didn't get the win in the end, and like he was ready to fight that guy at a full camp before, and I know his opponent like fell out and he had some adjustments to make regarding that, but still that guy had been in camp, and that's kind of. But I guess were you in contact with Sean Shelby and their guys? Like, did you know there was some interest from the UFC, or did this just come straight out of left field? So my coach and manager, Lynn Helmagine, he had been talking to Sean Shelby and let Shelby know that, I'd be ready and I was more than willing to step in on short notice or anything like that for the UFC Toronto card. But then kind of once we heard John McDessie got hurt and Jesse Ronson stepped in, and that was like a little over a week's notice. At that point, I'd kind of given up hope on getting a call at all because I figured,
it was kind of within the last week. It was kind of a little too late notice for them to be able to put anything together for me. But unfortunately for Jesse Ronson, but very fortunate for me that we were able to get in there. Yeah, because I think you've been ready for a long time. Like you were like 11-1, 12-1, and before entering the UFC, you've been doing it like locally and even in Romania for quite a long time. And I guess on your part, you kind of knew that this UFC call like was probably gonna come in like 2018 or early 2019. So like, were you able to still train a bit, or it just? So I was coming off of, I fought in Romania November 19th. So like 2-3 weeks before the UFC Ottawa card. So I'd fought in Romania and then traveled around a little bit and then got back to Ontario. And then I tried to kind of stay in fight camp and keep my weight low and stuff just in case they'd called. So I kind of continued the training camp a little bit, but it wasn't super hard. And then, once I heard Jesse Ronson got the call, then I didn't necessarily quit training, but I really stopped the fight camp training. I took a couple of days off and, I ate a little bit more food and I didn't get too crazy or anything, but I wasn't really expecting the call, so I had relaxed a lot. Good, but man, knowing that, I think your performance even better, like in that fight when we know that. So for your next fight, is it fair to say that it's kind of a first time for you, since like you'll be in your weight class, you'll have a camp, you'll still be at home with people cheering for you, but it's kind of the opportunity to like do it all over again for the first time, because it kind of went real fast, like you just told us. For that first fight, you got called and then you fought, and then whoa man, I'm a UFC fighter, but you didn't really have the chance to show what you can do after a full camp in your weight class where you've been having success for many years. So is it kind of a first time for the second time for you? Yeah, exactly. This will be the first time I'll get to showcase all my skills and who I am as a fighter. I think the UFC and the fans got a glimpse in the first half round of my first fight, but now having a full fight camp, being at my natural weight class at 145, I'm undefeated at 145 pounds, so it's definitely where I'm most comfortable, and I think I'll be able to again really showcase my full range of skills. I have a lot of ground game, and I have a lot of takedown defense. I have a lot of stuff that I wasn't able to show in that fight. And if Matt Sales is able to survive a couple of my heavy punches, maybe I'll get to showcase some of my wrestling and stuff too. Yeah. So how about that matchup? I feel like the UFC must have you quite in high regards that they're booking you against, like, guys from the Contender Series. They kind of like them and they kind of think they're good prospects. So if they put you against that kind of opponent in your second fight, that must mean that they believe that you can put up against a good fight against that guy. So how do you see that matchup like playing out? Yeah, I know Matt Sales, he's a good fighter. He comes from, a great gym with Dominic Cruz, and obviously Dominic Cruz is a very integral part of the UFC right now. He's doing the commentating and stuff, so he's doing really well in there. So I'm sure, being a part of his gym, the UFC looks after you and stuff. But I know this is going to be a good matchup. He did well on the Ultimate Contender Series. He's got a good style. He's a good stand-up, good on the ground and all that. But, I think, he's going to be coming in expecting the same fighter that I was when I fought Diego Ferreira. And he's not going to know, the 145 Calvin Monster Nelson that's going to meet him there, Ottawa 4th. Yeah, man, and I guess like with that type of fight, which is not quite a hometown fight, but still maybe not as close as home as Toronto, but still close to home, still probably closer to home than much of your other fights that will come after, which will probably like all over the place. So I think if you really can put a pace on this guy since in the beginning of the fight and like impose your will on him, always like outwork that, because I know he likes to move around, he likes to keep it like really mobile on the feet, and he kind of loves to be flashy if he can. So
like I believe that if you're able to put a great pace on him in the beginning of the fight and just like push him to the limits and make him really tired, that can become like a real good matchup for you. I don't know if you got that same read, but Yeah. I mean, I'm down here at in Las Vegas training at the UFC Performance Institute, so I'm getting in great shape. I was able to bring down Shane Campbell, one of my training partners, and he's one of the most decorated Muay Thai, kickboxer, MMA guys out of Canada. And then I've got Gabe Sagman, a Brazilian Jiu-Jitsu black belt. So we've got all the bases covered, and then we're training at the UFC PI. We're over at Extreme Couture's. So we're training with all the best of the best, and I'm in the best shape ever. So I'm going to be able to set a pace that Matt won't be able to keep up with. I'm going to be able to set a skill level that he's not going to be able to compete with. And I think he's going to have a long night. Yeah, man. And about the UFC PI, how cool is that place? Yeah, I mean, it's perfect. It's everything you need kind of in one spot. As long as you've got good training partners and a good coach, it's everything. You've got your food, you've got your recovery, you've got massage, you've got strength and conditioning, you've got nutrition. So everything is in that one spot, and it makes it super simple. You just go up. It's kind of like going to work 9 to 5. You just show up in the morning. You work there all day, whether you're doing strength and conditioning or whether you're doing aerobic work or glycolytic work or you're doing boxing or MMA. You kind of do it all under one roof, and then you take a little rest, then you do the next session, and you can kind of hammer it all out kind of in that 9 to 5, and then you go home and relax for the rest of the day. Yeah, man. One of my friends, Julien Leblanc, he went with Elias recently. Elias Theodorou. He brought them there, I think, 2 times recently, and like he's been talking about it ever since he got to that place. It's like it's the most beautiful thing, and I think they're even planning on building more. I think they just bought like the building next door, and they're planning on even making it bigger so that like both guys who would be fighting could train at the same place but in 2 separate facilities. So it's quite a great thing, and then you can bring your buddies there too, which is cool because like it's not everybody that trains like at a gym with 25 UFC fighters. So it's cool that you can bring like your go-to guys, your stand-up guys, your ground guys, and everybody can just go there and like enjoy the place, man. I think it's a really cool thing that they did, and that surely helps like you guys a lot because man, I think it must not cost that much money for you to just go there since everything's kind of free for you guys. Yeah, I just have to cover my travel and my hotel where I stay, and then pretty much everything else is free. So it's definitely going to help take the sport to the next level, and I'm going to be there leading the way, taking the sport to the next level. Yeah, man, I just wanted to know what's the plan for 2019, like in general. How active do you want to be? Where like where do you see you being in the division, like at the end of the year and stuff? Yeah, I mean, I'd like to fight 4 times this year if I can. Get the fight in my hometown and let the UFC know who I really am. And then I think once I do that, then they're going to be eager to kind of get me on more cards. And I'd like to get as many fights as I can this year. And I'm not too worried about the rankings. I know the rankings will come as I get my wins. So it's more or less just about getting in the octagon and winning fights right now. Yeah, man, how exciting is it to be a 45er, man? Because I feel like that division, like there's names coming out like everywhere, and every week when we found out of a new 45er, which like could be on our radar, and even with the situation with Holloway, I think if he wins, like he's probably gone. So you end up like in the division that's wide open and that's full of talent, full of exciting matchups. So how do you feel just like being there, man? I feel like it's a great time to be a 45er now. Yeah. I think with Max Holloway moving up, it's really opened up the division. And there's a ton of, kind of veteran 145ers and a ton of up-and-coming 145ers. And a lot of them have very exciting styles. And I think a lot of them would be great matchups for me to kind of showcase some of my skill also. Yeah, man, I really look forward to that fight, man. I thank you for taking the time to speak with us. And, man, I guess I'll be in Ottawa. I already got my ticket. We're all, like, big gang of Quebecers going there because Marc-André Barriault is doing his debut and stuff. So
I'll be there, man, and I really look forward to seeing that fight. It's gonna be a good fight, and I'm excited for you, man. I gotta tell you, your first pro fight, you fought like one of my best friend, a guy which is from my hometown, Michael Dufort. And man, that was a good fight. And ever since then, I knew that like you were gonna be on the radar. You were gonna be a guy that we had to follow in Canada. And I'm really happy to finally have you on the podcast because then I can just show this to people in Quebec and make them know that they gotta follow the monster, man. He's the guy to follow in Canada. He's the next wave of big Canadian fighters. And man, I'm really looking forward to that fight. And I thank you for taking the time and to speak with me today. Yeah, thanks a lot for having me on, and thanks a lot for everyone in Quebec. I've got to fight over there a couple of times, and I had a great time every time I was there. So, yeah, I love the support from Quebec, and I love the support from you. Thank you very much. Yeah, thank you, man, and have a nice one. I guess we see each other in Ottawa, maybe. So, yeah. See you then, and good luck, my man. Awesome, thank you. Thank you. Salut tout le monde, on est de retour sur le podcast avec un autre combattant qu'on va avoir la chance de voir évoluer le 4 mai prochain à l'UFC Ottawa. Il va affronter quelqu'un qu'on connaît très bien ici, Aiemann Zahabi, et je parle de Vince Morales. Hey, how's it going, man? Nice to have you on. Doing good, thanks for having me. How you doing? I'm doing great, man. I want to talk about that fight you'll be having because it's from a guy that we know pretty well. Since we'll get into it, he's like the brother of the owner of our biggest gym around here. But first, I wanted to speak about your UFC debut, man, and even your Contender Series fight because I've seen like some similarities in those fights, being that you done like real well in those fights, but in both cases. It just wasn't enough, man. Do you know where you can pinpoint like what went wrong in those fights for you? I think those mostly mental stuff. I think that I needed to work on. Somewhere along the line, I started competing instead of fighting. So, I'm just trying to have the right fighter mindset to go in there. I know it's there. I do it all the time. I think I was a little too much in my head. Cool, man, because the last fight you had, the first UFC fight, really, even though you lost, that was an amazing performance in my opinion. That guy, Song Yadong, is one of the most watched prospect, one of the most looked at prospect in that division. And damn, man, you gave him all he had. It went the distance. He looked human against you. Like, he looked real good in his first UFC fight, but he finally looked human against you. So I guess that's a step in the right way too. That must feel like, yeah, like it did not go my way, but still you accomplished things in those fights too, right? Yeah, definitely. I agree 100%. Song Yadong was actually, I knew going into the fight he was the favorite, and he was real highly touted and real respected. And I just saw areas where he was good. I was just as good, if not better, is how I felt. I turned it on just a little bit too late in that fight. I think if we would have had another couple rounds, which we're probably going to have in the future, I feel like I'll probably run into that guy again. I don't see it going down the same way. Yeah, you look like a guy who's going to be real good in 5-round fights, man. You look like a guy. My cardio has always been like one of my best attributes. So. Yep, and now you get another tough test, another guy that's kind of well known, been on the radar, like I said, brother of the guy who owns a big gym here. So, man, what does that tell you? Even though you lost your first fight, they're still putting you against like good guys that they see going far in that division. So that must mean that they kind of still have faith in you. And you have always given an awesome show too. Like, we must say that. So. I agree 100%. These are the guys I want to be fighting though. Is the best guys out there and the guys that are up and coming just like me and everything, just because I feel like that's where we really show how we're going to compete on the big stage and at those big moments in our career. So I'm super excited to be fighting him. I know he's real well respected, and he's had some tough fights, and he came up just a little short in his last one, but he was still right in there with that. I know it's going to be a tough fight. I can't wait, man. Yeah, it's going to be a good one, man. And some people might say that, oh, he's gonna have the hometown advantage because he's from Montreal. It's real close to Ottawa, but still, Ottawa is in Ontario, and I think you're from Ontario too, but not. That's hilarious. You bring that up. That's exactly what I was gonna be. That's how I'm looking at it. I'm from Ontario, Oregon. Ontario's my home.
I'm fighting at home is how I feel. Like I'm fighting in Ontario finally. So Yeah. Yeah, man, that's awesome, man. You're training at the PI now. I seen in your story. yep, yeah, exactly. That's where we're doing most of my training camp here. Me and my head coach Tony Fricklin, we're actually starting our own gym over here as well in Vegas. Right now, while that's all in the process, we're doing most of our training at the PI until we get. It's going to be called Up Athletics, Ultimate Performance Athletics. My coach Tony Fricklin is kind of a one-stop shop, so he plans to bring that all into the gym, and I'm there to help out for it. It's going to be great. Yeah, man. Do you plan on moving to Vegas full time? Yep, exactly. Right after the fight. Right now, I'm staying with my aunts. They welcomed me in. I haven't seen them in a while, so they kind of welcomed me in and allowed me to stay here while I'm training camp over at the PI. So Cool, but that's cool that you got family over there too, man. You're not like moving to a place where you don't know people and stuff. definitely, it's for sure an upside. Like I'm still a little indifferent. Like moving away from Ontario and Boise area, like those were all. I've grown up there my whole life, so it's still new grounds. But everybody's been super great over here. I've learned some really good things. I've gotten some great training. I can't wait to show it all. Really. Yeah, because at the PI, man, this place is quite amazing. Most people I know who've been there, they're like so amazing. They basically want to go and live there. So that's pretty much what you're gonna do. You're gonna have your own gym, but still, you'll be not that far away, and like everything's free for you guys, and it's absolutely ridiculous what you got in there, man. Yeah, for sure. If anything, I'm surprised I don't see more UFC fighters like living in the area just for the PI, just because it's such a giant tool, man. There's a physical therapist on there to keep us up and running properly, strength and conditioning coaches. They put us through all kinds of rigorous testing to see how our body's feeling during camp, out of camp, and like the ultimate ways that we can tweak it and become a better athlete and better performer, really. So. Yeah, I've been speaking with Kyle Nelson, who's over there right now. He's fighting in Ottawa too, and he's been saying like it's just like you wake up in the morning and you go to work all day in that place. You put in your trainings. You got massages. You got like everything you need, food. Everything is there, so it's kind of just waking up and putting in a work day, but like a real fun work day because you get to train. It's amazing, man. I've ran into Kyle a whole bunch of times down there. He's there just as much as I am. I was there at 9 o'clock this morning. I didn't leave till about 5, and that's right when he was leaving. So I'm like, man, we're living here, and I've got to train with him a little bit too. He's a great guy. I'm hoping he performs real well. Yeah, man, that's cool because you're too like he's a 45er, but still you're guys from like the same or around the same weight class. So it's cool that you guys can put in work together. Kyle's real good. I've been watching him for a while. He fought like one of my best friends, his first pro fight, a guy from my hometown. So I was there. Kyle beat him, so I was like, shit, man, I gotta watch that guy, and now he made it. So I'm kind of happy about it. But yeah, man, just to go back to that fight, I'm really excited, man, because I feel like Amin, he likes to stand. But he's got like they're real strategic. I know Faraz a little bit. That guy has been like studying in philosophy, and he's got like a whole way of approaching the fight, and he likes to be strategic. And I feel like you're the kind of guy that's gonna be in his face, throwing volume, and just trying to put a pace on him. And man, that's gonna give fans exactly what they want, like from that fight. Yeah, for sure. And I don't force myself to do that. That's just how I compete. So I'm gonna be there. It doesn't matter if it's on the feet, we're standing up, and he chooses to stand with me, or tries to get me down, or I get him down. Whatever. I'm ready for everything, and I plan to show that. Like I'm a complete fighter, and that's what we're gonna see in there. Yeah, man. Do you have like a small prediction, or just like a way that you think that the fight's gonna end up, without like saying I'm gonna KO him in the second? I think it's gonna be a tough fight for sure. That's what I'm prepped for. I'm mentally ready for it, physically ready for it. I think it's gonna be going pretty much back and forth until somebody's breaking, and I'm not the kind of guy who likes to break. So we're gonna be in each other's face the entire time. I'm hoping one of the better performances of the night, and until I seen Cowboy and Iaquinta got on there, like that bonus is a little smaller. Yeah, no, for sure. Yeah, like that the chance to get a bonus just like went down a lot, but still, man, it still must be cool to be fighting on one of these cards. Because I know for a while around here we were kind of scared because we knew Elias Theodorou was fighting Brunson, but still we felt like
that wasn't the main event, and we were kind of worried. Like people in Canada were, oh no, man, just because we like Canadians, and I know it's normal UFC do that stuff. They put Canadian fighters on Canadian card, but still, we want to see like the best guys around here. We want to see the most relevant main events, and when they put like Cowboy and Raging Al on that card, I think everybody around here was happy, and it pretty much be the same thing for you guys, for you fighters, because you know there's gonna be eyes on that card. People are watching the Cowboy fight and the Raging Al fight, so they'll be watching for the Eamon Zabi and the Morales fight for sure, I guess. Yeah, I can't wait for it, man. And that's one thing, when that fight was announced on there, I feel like they did the same thing for everybody on there, kind of upped the ante a little bit, and I think everybody's going to really be putting on the best perform. They're trying to bring the best of themselves out so they can get some bonus money, so they can put on a good show for the fans and everything. So I'm right in there with it. I'm all about it. I'm going to roll, and I can't wait. Yeah, man. And now that we've spoken about fighting, I love fighting for sure. That's what I'm covering. That's what I'm doing. But still, the thing I love most is when I speak to fighters, I want to know, like, when they're not fighting, when they're not training, what are they up to? What are they doing? Because I feel like fans can connect to you guys more if they know that, oh shit, he listens to the same music as me, or oh shit, he does like that same thing that I do when I got spare time. And that's an easier way for people to connect with you guys, because when you just watch UFC on TV, you think, oh, look at these guys, they're only like fucking machines who go and fighting and they hurt each other, and after you don't think about them for 3 months, and you see them and back, say, oh yeah, I know that guy. But what are you up to, man, when you're not fighting? When I'm not fighting, well, so me being here in Vegas, literally my whole day is comprised around like training camp stuff. So at the end of the days, when I'm finally back home, I connect with my aunts a little bit. We catch up, talk about our days. I love them, man. They've been such great help for me. So I meeting up with my family while I'm here. Then I unwind with some video games. That's usually my best way. And then I try to crash out and then rinse and repeat for the next day. Yeah, what are you playing right now? Right now, I was playing a little bit of the Black Ops, and I just started playing Battlefield 5 with the Firestorm or whatever was on there. I'm digging those games right now. Yeah, man, you like shooting games like this? Yeah, it's something real intense, because I think I don't know if I have the best attention span, so the more action is right in front of me, the better I am. So, yeah, that's what I got. Yeah, when I'm back home, though, whatever I can do to unwind with my friends, like, I hang out with my friends quite a bit. We're always listening to music. We're big music fans, all of us. Like, I feel like we have a real connection with the music we like. I can't really do that radio mumble rap stuff with no substance. I don't know. We like a lot of the stuff that's like Atmosphere, Tech Nine, and like just actual skills. Mostly rap, but we listen to a little bit of rock too. And then my girlfriend, she fights for Invicta, Shino Van Hoos, and we do everything together. Really, we'll go watch a movie. We'll talk about the fights, but we train together a lot too. She's great to have around. Oh man, so that's cool to have a fighting girlfriend, man. I want to have a girlfriend who does jiu-jitsu. It's kind of my standard now that I've been single for a time, and shit, man, I can't seem to find one, but it's okay. Maybe one day. Now that I like. Yeah, cause fuck, man. If she's not doing jiu-jitsu, she has like to pull up with the fact that I'll be doing jiu-jitsu like 2 times a day, 5 times a week. So shit, man. Yeah, jiu-jitsu's great though. It's good for you. What rank are you? I'm blue belt now. I've been doing it for like nice. 4 years and a half. Cool, man. Yeah, so fucking like it, man. Gi no gi, everything. Let's do it, man. Heck yeah, it's great. I'm all about it too. Yeah, fuck yeah, man. And I'm a rap fan too. I like the mumble rap stuff because I think it's fun. But I don't like it like, oh yeah, that's some real fucking good music, my friend, and nod. But like, it's funny, man. You can just hear that shit playing. It's best background music ever. Like, if you best background music ever, I will give it that 100%. And that's one thing that I can't argue with about anybody, because like when we're out and about, like I don't know, downtown having some drinks or something, I do like having that on in the background. So I shouldn't say I don't like it, but yeah, for sure it's great background music. Number one background music. Yeah, it's good, but still, like, when like I'm hanging out and we got some friends, maybe some girls and stuff, I like to go and like more poppy shit, like The Weeknd or even Post Malone. Like, everybody likes Post Malone. It sounds good. Girls like it, so everybody's happy. But when I'm in
when I'm with my friends too, it's kind of the same thing as you. We all like the same music, and we all like. It's a big point of conversation where when we're all around and we speak about, oh man, that guy and this guy, and but I just started listening to Nipsey also like crazy because he got killed unfortunately, and he was like one of the guys that I really like from the West Coast because. Like you've been saying with mumble rap and stuff, it feels like there's not much real people in rap anymore, and man, that guy was real as fuck, and he kind of paid the price for it, and like I don't even know if I want to talk about it because it sucks so much, man. It just gives out all faith in humanity because that guy was trying to do good for his community, he was trying to give back to his own hood, he was staying there and doing good for people, and they do him like that, so that's fucking disgusting. But terrible to see stuff like that. I was a fan of him as well, and that's like, and I had heard he got shot and stuff. I was like, oh no, that's terrible, because like I had just downloaded one of his things on my Amazon Music, one of his albums, the Victory Lap. Yeah, it's amazing album, man. Like amazing album. Yeah. Yeah, and then come to find out that happened. That's terrible. Yeah, that's terrible, man. So and I like quite a bit YG too from the West Coast. He's another good one. Okay, but like I don't know if you like him, but like in my opinion, the most underrated rapper who should be mainstream but is not, it's Denzel Curry, man. Yeah. Okay. So one of my friends showed me some Denzel Curry a while back, and I was like, I don't know how I feel about it at first, and then I threw it on again because I got to give it a second chance, and I listened to things. I was like, man, he's actually really good. He had a song with IDK. I can't remember what it was called. Great song. Yeah. I was like, man, really, really good. Very underrated. Yeah, the last album he did last year was like amazing, man. All the features were in the right place too. He put it in like 3 acts. Like he's got like the softer stuff in the beginning, and then he's got like the gray stuff because I think it was light gray and dark. The gray stuff in the middle is like still music that can sound good, but is not as light as in the first act. And the last act was like crazy Denzel Curry, like black metal shit that he was screaming all over with features. He had, I think, like JPEG Mafia as a feature, who's another like crazy rapper who you should definitely check out if you haven't seen him. But it's different stuff. It's kind of heavy sometimes, but JPEG Mafia is a real good rapper, and his feature on that was amazing. And Tech9's a legend, man. Like, Tech9 is like fuck, man. Like one of the most prolific rappers too. He always puts out CDs, and they're always good, man. Yeah, new one's coming out on the 19th, I think, too. I'm stoked for that one. Actually, I got my little tattoo right there. It's actually a quote from one of his old songs. Like, I've been listening to this dude back since like 7th grade. I was a young kid, so like it was it's never slide, never fall, never fail, and I just thought that was something that kind of stuck with me. So. Yeah, man, he really became my guy when he had a feature with Serj Tankian, was the singer of System of a Down. Yeah, that was a great one. Yeah, man, he became my hero because I always been saying, shit, I would love to have Serj on some hip hop hooks, man. I feel like this guy is just, he had such good hooks with System of a Down, like BYOB, Chop Suey, all these songs. And I feel like that would sound good in rap production, especially some Tech9 shit. Yeah, heck yeah. All about that. I love that. Yeah, for sure, man. So I'm gonna let you go, man. It's kind of getting like late as fuck around here, and I gotta go to sleep because I'm teaching class tomorrow. But thank you so much, man, for taking the time. Such a great discussion, man. And I'll be there in Ottawa. Hope I can see you there, and we'll get to chat. And man, good luck for your fight. And we can do this anytime you want, man. Heck yeah, man. I appreciate you staying up late for me. I'm sorry. I know it's like, what were you saying? It's like 11 o'clock over there right now? Yeah, not too bad, 11, but I just had a big day, so it's cool. Yeah, but let me know, and hopefully I'll run into you over there. It'll be great. Yeah, for sure, man. We'll keep in touch. Sounds good, man. You have a good one. Yes, sir, too. And thank you, my man. Bye. Bye. Salut tout le monde, une chronique spéciale dans le podcast. Je pense qu'on peut appeler ça une chronique. À cette heure-là, on fait ça assez souvent. C'est la chronique hockey avec Sam Mani parce que vous savez que les thèmes récurrents du podcast, quand on parle pas d'arts martiaux mix, on parle soit de hockey ou de musique, des fois de lutte un peu et tout, mais bref, tout ça pour dire que c'est les playoffs, les séries éliminatoires, comme on dit en français. Puis je me suis dit que ça serait le fun de, tu sais, ils font le bracket sur NHL.com, juste faire notre bracket, là. Ben, je sais que toi t'as fait une vidéo, tu pourras en parler peut-être plus vers la fin.
C'est pour s'il y a des gens qui veulent de plus amples analyses sur les séries. Je veux pas qu'on analyse les séries, je veux juste qu'on dise notre prédiction, puis à peu près comment qu'on pense que ça va aller. Mais avant ça, avant que tout le monde dise « Ouais, le gros, mais c'est parce qu'on s'en crisse des playoffs, les Canadiens, pas des playoffs. Faisons un genre de petit bilan de fin de saison des Canadiens, parce que je pense que j'ai jamais vu une saison qui se termine avec un team pas en série, puis que c'est autant une victoire que ça, là. Ouais, ben c'est ça qui me fait rire parce que tu sais, ceux qui ont vu le podcast au début de la saison, là, je m'étais lancé moi-même en dessous de l'autobus en disant que une équipe basée autour que Max Domi comme meilleur attaquant allait être ce que le Québec aime, là, c'est-à-dire pas des gagnants mais des perdants sympathiques. Puis sacrément, c'est exactement ça qu'on a eu, man. Ils ont raté le playoff par 2 points. Puis c'est comme tout le monde, c'est comme pour vrai, c'était vraiment une année magique, là. Genre, on est vraiment content de Thomas Tatar, de comment on a failli faire les playoffs. Puis genre, le plus, c'est bon, tout le monde sait que je suis un fan des Leafs prioritairement, là, même si j'aime toutes les équipes. Puis là, je me fais les Leafs vont se faire éliminer vite, hein? Vous êtes même pas en série, calmez-vous, là. Mais c'est ça, mais bilan de la saison, ben je pense que faut passer par la jeunesse puis par l'avenir pour le Canadien. Là. Je pense que c'est super prometteur, là. Surtout avec Ryan Poehling qui s'enligne pour une saison de 2,46 buts l'année. Il y a vraiment un solide beat là, à vérifier pour le Calder cette année. Man. Ouais, c'est ça, je me dis, pourquoi il gagne pas le Calder cette année, là? Rookie a 3 buts par match, mais Rookie est le seul. Mais sérieusement, ouais, c'est ça. Je pense que c'est vraiment... Ça a été mieux que prévu. Je pense que les coachs ont fait de la bonne job. J'ai vraiment aimé la façon que le Canadien jouait, en fait, style. Au final, ils ont manqué de talent, puis ça, c'était à prévoir. C'était pas... Tu sais, je pense pas que cette année devait être définie par le résultat autant que regarder vers où l'équipe s'en va. Là-dessus, c'est positif, là, si tu regardes tous les jeunes. Le championnat junior qui a été merveilleux pour les Canadiens et ses espoirs, là, ça a vraiment été un gros sweep de ce côté-là de leur part de dire que tous les meilleurs joueurs du tournoi leur appartenaient, on dirait, avec les Romanov, les Kaden Primo. Suzuki qui a peut-être été un peu décevant au championnat mondial, mais n'empêche qu'il y a tellement de bonnes saisons en ce moment, puis il est vu comme tellement un top joueur en Ontario que je pense que même les fans, peut-être le underrate un peu là, à cause des comme 3 matchs préparatoires puis de championnat junior qu'ils ont vu, sont comme finalement c'est pas un gros prospect, mais c'est je sais pas s'il fait l'équipe l'année prochaine, mais il peut s'en venir. Puis pour le reste, c'est Domi. Drouin a eu des bonnes séquences. Là, c'est plate parce que avec sa mauvaise fin de saison, tout le monde a comme un goût amer par rapport à Drouin, mais il y a eu des séquences qui montraient qu'il était capable de faire la différence. Là. Puis c'est ça, Price a super bien gaulé. Weber, on l'a vu, hein. Weber, moi je pense que ça commence à... Tu sais, ressemble à Andrei Markov les dernières années de Markov, c'est-à-dire qu'il commence la saison puis c'est vraiment un défenseur dominant. Puis tu vois qu'à mesure que la saison avance, ben, il manque de jus. Là. Puis, c'est sûr que Victor Mété, c'est pas un mauvais défenseur, mais il était pas assez bon pour vraiment que ça reste une paire capable de stopper les autres équipes. Je pense qu'au final, c'est ça qui a fait la différence. C'est juste qu'ils ont manqué un peu de jus, ils ont manqué un peu de talent. Puis l'année prochaine, je pense que ça va être très prometteur de leur côté. Moi, ce qui me fait capoter un peu, c'est comment tout le monde est tellement ravi de la tournure de la situation. Quand tu regardes ça bien comme faut, ils ont absolument fini dans la pire position que tu peux pas finir dans la Ligue nationale. Là. Ouais, parce que qu'est-ce qui est pire que non seulement rater les séries, mais être la meilleure équipe à rater les séries. Donc, assurément, repêcher en milieu de repêchage, puis même pas avoir la chance d'ajouter un autre top prospect que vous repêchez. T'sais, oui, il y a des surprises là, souvent dans les positions 15 à 20 ou 14 à 20 du repêchage, puis il y a des gars qui viennent vraiment meilleurs que des gars de top 10, pis tout, pis ça, on le sait jamais, on va peut-être tomber sur la perle rare, mais c'est pas mettre toutes les chances de son côté que de finir 9e. Là. Non, mais tu sais, soyons honnêtes aussi, là, repêcher 15e puis repêcher 28e, c'est pratiquement la même chose. C'est la même affaire, c'est ça. T'as toujours les quelques prospects que, tu sais, eux, on le sait, là, mais en tout cas, on ne sait jamais pour sûr, mais on sait pas mal que ça va être des succès. Puis après ça, le reste, là, de 12 à 40, là, souvent, tu sais, si on regarde de repêchage en repêchage, être repêché 36e, t'as pratiquement autant de chances de le faire dans la Ligue nationale qu'être repêché 15e. Fait que, tu sais, sont les mieux placés dans une strate où, tu sais, vraiment,
ils vont avoir un bon prospect, mais ce sera certainement pas un sure shot. À part, ils ont 1% de chance de repêcher premier, puis peut-être 2% de chance de repêcher top 3. Quand tu regardes ça, moi, c'est des chances plus minimes. Ça aurait été quoi les chances que le Canadien élimine le Lightning? Là? Peut-être comme, moi, d'après moi, un 4-5% peut-être. Fait que tu aurais eu plus de chances d'éliminer le Lightning que d'avoir un bon choix. C'est juste là-dessus que c'est un peu plate, mais sinon, ils ont déjà des solides espoirs. Je pense qu'avec les espoirs qu'il y a dans le giron du Canadien, l'espoir en Trevor Timmins est rejailli. Là. Puis si tu regardes, c'est qui le gagnant cette année de la saison? C'est Marc Bergevin. Marc Bergevin qui est passé de tout le monde le veut dehors à un GM extraordinaire, puis il n'a même pas eu besoin de faire les playoffs. À cause de Jordan Will, genre, puis des gars de même qui étaient cherchés puis qui sont pas payés, tu sais. L'échange de Pacioretty, il l'a vraiment bien réussi. L'échange de Galchenyuk aussi pour Domi. Il a fait des bons échanges, puis c'est historique pour Bergevin. Là. Quand tu regardes, son taux de succès pour les échanges est vraiment haut. C'est sûr qu'il y en a un ou deux qu'on n'a vraiment pas aimé, puis qu'on l'a encore dans la bouche, mais... C'était ces deux plus gros, tu sais. Mais... Ouais, c'est sûr, mais je veux dire, il score au banc, là, il y a un bon pourcentage, puis c'est définitivement lui qui gagne la saison. Là. J'en viens pas qu'un gars à Montréal peut rater les séries, puis quand même que sa cote de popularité passe de genre très basse à c'est le gars à qui on fait confiance pour les prochaines années. Puis tant mieux pour lui, là, il a fait des bons trades, puis je pense que le Canadien s'en va du bon bord. Là. Maintenant, c'est de savoir s'ils vont être capables de continuer de ce côté-là. Là, c'est sûr, on sait que c'est la défense qui est adressée. Là, l'attaque, moi, me fait pas peur. Surtout que les jeunes qui s'en viennent, là, je pense que cette attaque-là va être profonde, puis qu'elle va être dévastatrice, là, très franchement. Là. Je trouve que ça recommence à ressembler à une attaque qui va ressembler un peu à celle des Bruins, dans le sens que, je pense que Kotkaniemi, sans vouloir dire qu'il va être Patrice Bergeron, ça a l'air d'un gars qui va être capable de contrôler le meilleur trio adverse tout en faisant plein de points. Après ça, de la profondeur au centre, c'est la première fois depuis je sais pas quand qu'on dit ça que le Canadien s'enligne pour avoir une belle profondeur au centre, au point de probablement éventuellement faire jouer des centres à l'aile, ce qui est pas mal un trademark maintenant des meilleures équipes. Si tu regardes les Pingouins, pas les Pingouins, excuse, si tu regardes le Lightning, si tu regardes les Leafs, ces équipes-là qui font jouer des centres à l'aile, fait que s'il y a un centre qui se blesse, t'en sacs un au centre, puis c'est bien mieux ça que le contraire. Définitivement. Donc, on va y aller avec le bracket. Désolé. Le bracket des séries, on a fait ça. C'est disponible sur NHL.com. Fait que vous ferez le vôtre. Et puis, on va commencer avec l'Est. Je pense que c'est l'Est qui intéresse probablement plus le monde. Alors, on commence ça avec la première confrontation qui oppose le Lightning au Blue Jackets de Columbus. Ben, moi, personnellement, j'ai mis le Lightning en 5. Là. Je pense pas. Vous me verrez jamais, comme je disais dans, je pense, mon vidéo. Je pense pas que mettre un sweep comme prédiction, c'est vraiment respecter une équipe. Là. Je pense que c'est tout le temps un peu un flou quand quelque chose finit en 4. C'est rare qu'une équipe mérite de gagner 4 matchs de suite dans la Ligue nationale. Là. Surtout quand tu prends juste les meilleurs. Tu prends quand même juste les 16 meilleures équipes de la Ligue. Là, de dire, c'est rare un winning streak de 4 en saison régulière. Fait qu'en série, je pense que c'est pas logique de croire que quelque chose comme ça va arriver. Mais n'empêche que il y a un gros gap entre les deux équipes. Le Lightning cette année, est-ce qu'ils sont aussi bons que la performance qu'ils ont eue? Je sais pas si une équipe est aussi bonne que cette performance-là. Ça n'a aucun sens le nombre de points qu'ils sont allés chercher. Mais du côté des Jackets, ils ont tout donné au deadline pour se retrouver avec le match-up. Que personne ne veut. Le match-up qui sont sûrs de ne pas gagner, très honnêtement. Là. Ouais. Mais quand même, je pense qu'ils vont arracher un match. Je pense que sans être une série serrée, parce que je pense que ça va se finir en 5, je pense que les matchs en tant que tels vont être compétitifs. Là, ça reste. Ils ont des game breakers, Columbus aussi. Quand tu regardes Jones, Werenski, comme première part de défense, puis après ça, les Patton, les Atkinson, ces gars-là. Mais c'est sûr. Je pense pas, moi, personnellement, je pense pas que ça va être long ni compliqué, mais c'est juste que t'aimes pas, ça va un peu les faire chier d'affronter une équipe qui va. C'est une équipe physique qui va les grinder, Columbus. Là. C'est pas nécessairement le match-up que tu veux, parce que même si t'es bas en 4, s'il faut, mais tu vas quand même t'en retrouver amoché et fatigué. Ouais, j'avais exactement le même pick. Le Lightning en 5, moi tout. Des sweeps, comme je pense pas que.
Je prédirais jamais ça, on dirait jamais Lightning en 4. J'aurais peut-être fait ça contre le Canadien juste pour faire chier le monde, mais sinon, j'ai pas tendance à vouloir prédire des. C'est ça, les amateurs, là. Ouais. À un moment donné, ils vont en arracher. Ouais, probablement. Ensuite, la série la série que je vais probablement le plus checker dans l'Est, Boston-Toronto. Ça va être incroyable, là. Ça va être une très bonne série de hockey. Peu importe qui gagne. J'espère, puis je pense que ça pourrait aller en 7. Mais ça sera pas l'équipe que je veux qui va gagner, malheureusement. J'ai les Bruins, man, dans cette série-là. Les Bruins, c'est un team de série. C'est des astis de grinders, sont fatigants, sont bons en attaque, sont bons en défense. Ils ont genre une des meilleures ligues dans la Ligue nationale depuis... La meilleure. Ouais, littéralement, depuis les 2, 3, 4 dernières années. Depuis que Pasternak est là, puis il est excellent, là, fait que 2-3 ans. Puis le reste de l'alignement est incroyable aussi. Les Leafs, c'est une puissance, là, on se le cachera pas. C'est une équipe qui... c'est une équipe qui est faite pour perdre contre les Bruins, dans le fond, man. C'est direct le genre d'équipe qui est autant bon que les Bruins, mais que les Bruins vont finir par les faire chier et les grinder, qui vont aller chercher, d'après moi, que les buts dégueulasses, là, qui sont souvent les buts qui gagnent des séries de même en série, là, des buts que d'un wrist shot dégueulasse de la pointe qui dévie à 500 à la place, ou des affaires de même, là, pas belles, mais les Bruins sont capables de compter des beaux buts, capables de pas compter des beaux buts, fait que c'est comme... Les Bruins, c'est l'équipe qui prend tes meilleurs joueurs et qui les fait paraître pour des joueurs corrects sans plus. Là. Ils ont cette espèce d'aura-là, surtout avec Pat Bergeron, là, de faire passer tous les joueurs comme étant des underachievers de l'autre part. Mais c'est ça, mais moi aussi, tu sais, moi-même, j'ai mis Bruins en 6, mais de plus en... Parce que, tu sais, je pense que même s'il y a une équipe qui peut battre le Lightning dans l'Est, si ce n'est que dans la Ligue... j'aurais tendance à y aller avec Boston, de par leur style aussi là, pas juste par leur talent. Mais je trouve que depuis quelques semaines, peut-être que c'est mon cœur qui se fait briser, là, mais je pense que la communauté hockey commence peut-être un peu à overlook les Leafs. Là. On dirait qu'on commence tout à dire que j'entends de plus en plus entendre ouais, mais les Bruins, les Leafs seront pas longs contre les Bruins. Puis tout. Faut faire attention. Là. C'est une équipe qui a amené Boston quand même en 7 l'année passée, avant d'avoir Tavares puis Muzzin. Puis tu sais, quand Marner l'année passée versus Marner cette année, c'est pas le même gars. Là. Fait que tu sais, est-ce que les Bruins sont favoris? Ouais, la preuve, je les ai en 6, mais je pense que ce serait vraiment de manquer de vision que de penser que les Leafs sont pas capables d'aller chercher cette série-là. Loin de là. Parce que je veux dire, l'année passée, ça s'est rendu en 7. Faut pas oublier qu'Adri a été suspendu 3 ou 4 matchs là, l'année passée en plus. Fait que tu sais, ta ligne de centre, c'était Matthews, Bozak, puis genre probablement Nylander, peut-être qu'il avait mis au centre ça à 3, je suis plus trop sûr. Ah non, c'était Plekanec. C'était Thomas Plekanec. Là, à place, tu vas voir Kadri qui, j'ose croire, se fait pas suspendre, puis John Tavares. L'année passée, ce qu'ils ont voulu, c'est que Austin Matthews s'est fait dévorer par Patrice Bergeron, parce que c'est ça qui fait Patrice Bergeron, bouffer du monde. Mais là, tu sais, ils ont pas le choix. Là. Sullivan ne peut pas envoyer Bergeron contre Matthews parce que c'est le trio de Tavares qu'il faut contenir. Fait que, tu sais, en ayant Tavares contre Bergeron, puis Tavares est capable quand même de pas avoir l'air fou contre Bergeron. Là. Mais après ça, mais là, tu sais, t'as le match-up. T'as le match-up pour Kadri, t'as le match-up pour Matthews. Je pense que les Leafs vont faire plus de dommages que certains le croient, malgré leur défense un peu suspecte. Là. Mais n'empêche que, ouais, j'ai pas le choix d'avoir Boston favori. Ouais, c'est un peu pour ça que je disais que ça allait se rendre en 7. Là. Je pense que ça va être probablement la série ou une des séries les plus compétitives là, de la première ronde. Pis ça, de loin. Pis ça va être beau, ça va être bon. C'est littéralement du genre de hockey de même qu'on veut voir en série. C'est pas les Bruins et les Leafs de vos grands-parents. Hein. Ça va vite. Là. Ça va aller très, très vite, cette série-là. À part le 4e trio des Bruins, qui est peut-être un peu... qui est monté encore en vieux 4e trio des Bruins. Puis même là, c'est quand même pas des mauvais joueurs, les Wagner, Acciari, ces gars-là. Le reste, ça va super, super vite. Là. Ça va être une série quasiment de la haute voltige sur glace. Littéralement. Ensuite, on a les Hurricanes contre les Capitals. Fait que c'est quoi le read là-dessus? Le read là-dessus, c'est que cette série-là a upset écrit dessus en lettres majuscules. Là, je pense quand même pas que ça se passe. Moi, j'ai mis Capitals en 6. Mais s'il y a un gros upset qui se passe, moi, c'est drette là que je regarde. Là. L'équipe championne
qui a quand même un historique d'underachieve. Tu sais, je veux dire, ils ont beau avoir gagné l'année passée, ça reste les mêmes joueurs qui ont eu tendance à overlook d'autres équipes, puis qui n'ont pas eu nécessairement une saison extraordinaire. Puis là, il leur manque Kempney, qui fait que leur défense, ils vont jouer au pick un 18 minutes par match. Fait que, c'est les vont profiter de ça. Les Hurricanes, leur défense, on en a parlé toute l'année. Là. Leur défense est tellement belle à voir jouer. Ils sont capables de bouger. L'attaque, c'est pas l'attaque des Capitals, mais la défense des Hurricanes est tellement bonne qu'ils sont capables de faire paraître l'attaque bien meilleure qu'elle est réellement. Puis, Sébastien Aho risque d'avoir le match-up tough. Jordan Staal va s'en aller sur Kuznetsov. Fait que ça va être des gros match-ups. Je pense qu'au final, la différence, ça va être Brady Oldby. Je pense que Oldby, lui, laissera pas l'upset se passer. C'est là que les Hurricanes vont frapper un mur. C'est juste Oldby va être trop bon dans la plupart des matchs versus, ils ont eu des bonnes saisons, mais tu me donnes Braden Oldby contre Petar Mrazek puis Curtis McElhinney. J'ai pas le choix d'y aller pour Braden. Ouais, moi, c'est exactement pour ça que j'ai Washington en 5. Je prends tellement pour les Hurricanes. Là, ça n'a même pas d'allure comment je vais prendre pour les Hurricanes. J'ai jamais vraiment aimé Capitals comme équipe. J'ai fini par être un peu content l'an passé pour Ovechkin parce que c'est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue nationale. Puis le gars mérite une coupe, même si j'ai son équipe. Le gars méritait au moins une coupe. Là. Tu peux pas être Alexander Ovechkin puis prendre ta retraite sans la coupe Stanley. Puis... c'est ça, fait que j'ai fini par être un peu content, mais quand même pas super satisfait de toute façon. Fait que je vais prendre bien gros pour les Hurricanes. Mais j'ai Washington en 5 parce que je pense que ça va être des bonnes games. Je pense que ça va être compétitif. Je pense justement que les Hurricanes ont pas de goaler. Puis que Braden Oldby est encore, selon moi, un des 5 meilleurs goalers dans le monde. Puis, regarde, ça va être dur. Puis je les aime, là, Aho, Teravainen, etc. C'est une belle équipe. Mais c'est une équipe qui est encore jeune, c'est une équipe qu'il faut qu'ils prennent de l'expérience dans ces moments-là. Puis je pense pas que c'est dans cette ronde-là que les Capitals vont perdre pour l'instant. Ouais, c'est pas un match-up facile pour les Hurricanes. Puis c'est comme tu dis Oldby, pour moi, si moi un match de série, tu me dis que tu as le droit à un gardien dans la ligue, en ce moment c'est Oldby. Ouais, c'est dans le top des picks, man. C'est littéralement dans le top des picks. Fait que la dernière dans l'Est, on a les Pingouins et les Islandais. Les insulaires de Long Island. Dans cette série-là, j'ai mis Pittsburgh en 7. Ça peut vraiment aller d'un bord comme d'un autre. Là. C'est l'attaque contre la défense, cette série-là, littéralement. C'est certainement pas la défense des Pingouins qui va faire une grosse différence. Si ce n'est de Chris Le Temps, là, mais pour le reste, même les bons défenseurs des Pingouins sont juste des facteurs en attaque. Le Temps chaud de ces gars-là, c'est offensivement qu'ils vont faire la job. J'ai pas vraiment aimé la saison de Malkin, mais n'empêche que Crosby, lui, de son côté. Crosby qu'on a comme... il est rendu au stade de sa carrière où c'est le meilleur joueur puis plus personne ne l'en enlève. Non, il n'y a plus personne qui parle de lui. Puis là, tu check le rang des pointeurs, puis il est comme tout à 3e, 4e, ça arrive tout le temps là. Ça, puis je veux dire, il a participé à 83 buts cette année, puis il a accordé 45 buts quand il était sur la glace. Sidney Crosby, cette année, c'est votre gagnant qui gagne, qui sera même pas nominé parce qu'il est Sidney Crosby, mais c'est le gagnant du trophée Selke. Non officiel. Là. S'il y a un gars qui doit gagner le Selke cette année, c'est lui, puis il sera même pas nominé parce que personne va y penser parce que c'est Sidney. Là. Mais tout ça pour dire que ouais, j'ai Pingouin en 7 juste parce que je trouve encore les Islanders un peu suspects dans le sens qu'ils ont eu une super bonne année. C'est une équipe qui a de la profondeur en attaque et en défense. Mais tu sais, moi, l'affaire, les deux gars qui ont gagné le Jennings, c'est Lehner et Greiss. C'est pas des gardiens que je déteste, mais j'ai de la misère à croire que sur un 4 de 7, ils vont être capables d'être au même niveau qu'ils ont été cette année. Puis je pense que si Lehner est rien de moins qu'étincelant, les Pingouins vont compter trop de buts pour que les Islanders soient capables de les suivre, même contre une défense poreuse à Pittsburgh. Ouais, j'ai les Pingouins aussi dans cette série-là. J'avais mis ça en 6. C'est plus les Pingouins que c'était, mais il y a des gars là, dans cette équipe-là qui sont capables de gagner la Coupe Stanley. Là. Des Sidney Crosby, Malkin, pas la meilleure saison de sa vie, mais il doit quand même être capable. T'sais, c'est un gars qui est encore capable. Là. C'est un gars qui peut juste se réveiller puis manger les playoffs, puis personne ne serait vraiment surpris.
sûr que la défensive des Pingouins, moi aussi, c'est là que je checkais. Avant de me rappeler qu'ils ont gagné la Coupe Stanley avec Mark Streit dans le line-up. Donc, tu sais, ça devrait être assez pour battre les Highlanders, qui est, malgré que c'est pas une mauvaise équipe, c'est probablement l'équipe que je comprends le moins pourquoi ils ont eu une si bonne saison. Fait que j'ai pas le choix de favoriser les Pingouins ici. Là. Puis là, on va aller dans l'Ouest, puis on va commencer ça avec Nashville-Dallas. Nashville-Dallas, ça c'est une chance pour les Prédateurs qui ont réussi à gagner la division. Ça s'est joué le dernier jour de la saison. Puis honnêtement, c'est pas pour rien d'enlever aux Stars. Là. Les Stars qui ont une des meilleures équipes de la Ligue depuis un solide 3 mois, transporté entre autres par Ben Bishop. Mais tu regardes l'espèce de trio là, Nashville, Saint-Louis, Jets. On savait que les deux équipes qui allaient s'affronter n'allaient pas être contentes. Nashville ont réussi à éviter ces deux équipes-là. Puis, tant mieux pour eux. Les Stars vont être capables de leur donner des bons matchs. Mais tu te souviens là, au deadline quand on s'est mis à nommer toute la défense des Stars. Après la première paire, tu tombes à Ben Lovejoy, Roman Polak, Esa Lindell. Nashville, avec leur top 4, vont complètement anéantir ça. Puis je pense que ça va être une grosse série pour Forsberg et Arvidsson, ces gars-là. Même si Bishop risque d'encore une fois faire une grosse différence comme il a fait toute l'année, je pense pas qu'il va être capable d'accorder assez peu de buts pour que les Stars soient capables de gagner plus que, je vais dire, 5 matchs là, en faveur de Nashville. Ouais, Nashville en 6 pour moi, c'est une des équipes. J'ai bien gros des équipes que j'aime beaucoup dans l'Est. Là. J'ai des match-ups déchirants dans l'Ouest, c'est-à-dire. J'ai des match-ups déchirants assez tôt, même voire en première ronde. Là. Mais ça, c'est un match-up que je suis assez confiant. Nashville, je sais pas, j'ai dit en combien? En 6, genre, c'est quoi de même? En tout cas, c'est en crise Nashville. Ensuite, Winnipeg, Saint-Louis. Ça, ça va être une méchante bonne série de hockey, ça, encore, là, je pense, probablement, selon moi, la 3e meilleure série, selon moi. Ouais, je dirais après une qu'on va parler tantôt, puis Boston-Toronto. Exactement. Puis pas mal sauvé. Ça va être une méchante série. C'est drôle parce que c'est deux équipes qui ont eu un peu des chemins différents, dans le sens que Winnipeg, toute l'année, on s'attendait à ce qu'ils soient, moi, au début de l'année, les Jets, je les avais en finale de la Coupe, puis je veux dire, je trouve toujours pas aujourd'hui que c'est un choix far-fetch, puis je pense toujours que ça se peut. Puis ils n'ont pas eu la saison exactement comme on pensait d'eux. Puis ça, la raison, c'est simple. Comme beaucoup d'équipes dans l'Ouest, c'est le goaler qui n'a pas tenu. Le Connor Hellebuyck, l'année passée, nous a laissé voir qu'il était un des gardiens élites de la Ligue. Puis cette année, c'est définitivement pas ça, mais pas du tout. Puis de l'autre bord, t'as les Blues qui, en janvier, étaient derniers de la Ligue. Puis que... Mais tu sais, c'est drôle parce que les Blues, avant la saison, là, on savait tous ce qui serait bon, mais ils ont tellement mal parti qu'on a abandonné sur eux. Eux n'ont pas abandonné, puis là, sont revenus en super bonne position. Puis avec Jordan Bennington, qui lui aussi sort de nulle part, qui est tellement confiant dans sa façon de jouer puis de parler que contre mes propres attentes, je vais y aller avec les Blues en 7 dans mon... Moi, j'ai Winnipeg en 7, j'y crois, mais je pense que Bennington est probablement le goaler qui pourrait un peu sortir de nulle part puis voler les séries là. Ça serait mon pick. Ça serait mon pick de loin pour ça, mais j'ai Winnipeg en 7. Je pense que c'est une puissance. Là. Winnipeg, c'est une grosse équipe. Puis les Blues aussi, les Blues sont très bons. Puis je capotais un peu justement au milieu de la saison quand ça a l'air que tout le monde, même Tarasenko, était rendu sur le marché. Puis finalement, ils ont sensiblement gardé la même équipe. Puis ils ont fini par. Ils ont même re-signé Boumister, mais à quel point c'est un changement de. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, les Blues ont fini par finir où ils devaient finir. Ça va être une excellente série de hockey. Je pense que ça sera en 7. J'ai Winnipeg en 7. Moi, je pense que ça sera en 7. J'ai hésité vraiment. Tu sais, on s'entend. Là, quand tu calls une série en 7, c'est réellement que tu sais pas de quel bord ça va aller. Là. C'est toujours ça. Là, on va pas se le cacher. Puis, ouais, je dis Blues à cause de Bennington versus Hellebuyck, mais logiquement, si tu regardes... Si Hellebuyck fait la job, Winnipeg... De toute façon, si Hellebuyck fait la job, Winnipeg serait probablement en finale même. Tellement c'est une grosse équipe. Il n'y a pas besoin d'être le Hellebuyck l'année passée. Il a juste besoin d'être mieux que celui de cette année, mettons. Exact. Donc, on passe à Calgary, Colorado. Moi, j'ai les Flames en 6. Je les aime. C'est quasiment un pic du cœur plus que un pic vraiment réfléchi. J'aime les Flames, je veux qu'ils se rendent loin. J'ai envie de voir la série qu'ils vont disputer
après avoir gagné cette série-là. C'est une série que j'ai beaucoup envie de voir. Donc, c'est pour ça que j'ai les Flames, là, basically. Là, c'est pour ça que j'ai les Flames. Je sais que le Colorado peuvent arriver pour faire chier ben du monde. Pour vrai, c'est pas une mauvaise équipe du tout. Ils ont des gars qui ont commencé en feu, puis que je pense que pourraient commencer les séries aussi en feu, là, bien qu'ils ont ralenti un peu durant la saison, puis tout. Puis ça serait le temps que ça reparte pour eux. Puis je pense que si tout repart, l'Avalanche pourrait être une équipe qui cause des surprises. Je pense juste pas qu'ils vont nécessairement repartir à temps, puis ils vont se faire malmener par la première ligne des Flames. Je pense que les premières lignes des Flames vont compter pas mal de buts dans cette série-là. Ouais, ben moi, là-dessus, c'est peut-être celle où on est le moins d'accord à date, parce que même qu'on n'a pas le même pic, on est pas mal d'accord sur comment la série va se passer. Moi, contrairement à toi, je vois pas l'Avalanche comme une menace, mais pas du tout. Moi, c'est le plus proche que j'ai passé de caller une série en 4. Je pense que les Flames vont manger Colorado tout le long. Tout cru. Je pense pas... L'Avalanche, tant mieux si on réussit à faire les séries à cause de 3-4 gros joueurs, mais je pense pas que 3-4 gros joueurs, ce soit proche d'être assez pour donner du trouble aux Flames. Je vais dire Flames en 5, là, sûrement que l'Avalanche va réussir à en chercher une à la maison. Ils ont une bonne fiche à Denver, je sais pas si c'est les autres équipes qui manquent d'oxygène. Mais sérieusement, si tu réussis à contenir le moindrement est-ce que Rantanen, Landeskog, McKinnon va même être un trio contre les Flames? Ou est-ce qu'ils vont laisser... Hein? Parce que, tu sais, mettons qu'ils feront un trio, là. Tu sais, si je suis Calgary, c'est simple, je veux dire. Tu veux les contenir, tu mets Giordano avec Amonic contre eux, avec le trio de Backlund avec Ketchuk, qui vont à tout le moins un peu les contenir. Puis pour le reste, là, faut tu dire like Carl Soderbergh après ça. Ouais, c'est ça, tu vas faire quoi après ça? Tu vas regarder le match-up entre Derek Brassard puis puis Sean Monahan. Non. Sérieusement, je pense. Je souhaite au Colorado de créer une surprise, même si personnellement, moi aussi, j'aime vraiment mieux les Flames. Mais je pense que c'est juste... c'est pas une série qui va être particulièrement compétitive. Good. Puis la dernière, elle va être compétitive. C'est la deuxième meilleure série selon moi dans ces playoffs-là. C'est la série que j'ai passé à ça de coller contre mes favoris, mais j'ai pas le choix. C'est San Jose contre Vegas. Je pense que ça se répétera pas pour Vegas. C'est encore une excellente équipe. C'est probablement une meilleure équipe que c'était même l'an dernier à pareille date. Puis ça de loin. Mais tabarnouche, moi j'ai Carlson Burns Connection. Merci, bonsoir. Je pense que ces deux gars-là sont deux des meilleurs défenseurs dans la ligue. Tout simplement, Carlson c'est le meilleur. Là, tout simplement. Puis ils vont jouer une grosse série là-dedans. Ça sera pas facile. Ça va être en 6 ou en 7. Mais... J'y vais pour mes Sharks, pour vrai. J'y vais pour mes Sharks. Pas le choix. Moi aussi, je vais aller pour Sharks en 7, malgré Martin Jones, hein, qui cette année, ça... Je pense dégueulasse, man. Je pense que ce qui sépare San Jose de la Coupe Stanley, c'est Martin Jones. Moi, je pense, honnêtement, avec Martin Jones qui joue au niveau des Jones des autres années, personnellement, je pense que je les aurais eu même over Tampa Bay en finale. Mais là, non. Pas avec la façon que Jones joue. Je pense que Jones est capable d'échapper n'importe quelle série pour eux, malheureusement. Mais pour le reste, les Sharks sont tellement bons. Faut quand même que je les choisisse parce que Fleury non plus, ça a été vraiment des up and down. Je sais pas à quel point il va être capable d'être encore le gros difference. Il va être bon. Il va être meilleur que Jones, sans aucun doute. Est-ce qu'il va voler la série? Je suis pas sûr. Je pense que s'ils volent pas la série, les Sharks ont l'avantage. Surtout Carlson qui revient. La profondeur extraordinaire qu'ils ont en attaque. Puis comme on dit, ils ont fini quoi comme. Je pense qu'au point, mais là, j'ai pas le classement devant moi, mais je pense qu'on finit quelque chose quand même comme deuxième dans l'Ouest. Je pense qu'il y a une Calgary qui ont fait au point. Ouais. Fait que ils ont fait ça avec Carlson qui a manqué la moitié de la saison. Fait que avec Carlson dans l'alignement, je pense que les Sharks doivent être favoris. Mais tu sais, toutes les séries l'année passée, j'ai prédit contre Vegas, puis je me suis trompé à chaque fois. Fait que tu sais, en même temps, on est cave un peu de prendre contre Vegas qu'on y pense, parce que tu regardes ça, c'est une équipe qui est la même que l'année passée, à laquelle ils ont greffé Pacioretty, Mark Stone, puis Paul Stastny. C'est ça qui arrive. Puis on va y aller plus rapidement pour les autres séries là, de deuxième tour et tout. Pas sûr que ça se passe. Exactement. Fait qu'on va commencer par le bas, drette là, je pense, pour les deux, ça nous donne Calgary, San Jose. Puis là, on rentre dans le moment où je vais avec des pics en lesquels j'ai aucune confiance. Mais j'ai San Jose en 7, esti.
Ouais, mais moi aussi, je pense que j'aurais San Jose en 7. Je pense que j'aurais 2 séries en 7 de suite du San Jose qui montre à quel point on est juste avec notre cœur là-dessus. Là. Mais moi aussi, je pense que j'aurais les Sharks en 7 juste parce que je pense que c'est leur temps. Là. Les Flames sont encore capables d'en échapper un peu plus, je pense, que les Sharks. Puis les Flames non plus, c'est pas un gardien. Rittich, moi, je pense pas que c'est un gardien qui va être capable de dominer quelconque équipe. Là. Fait, je pense que les Sharks, au final, avec Carlson. Parce que Carlson aussi, c'est un playoff performer underrated. Là, ce qu'il a fait avec Ottawa en série il y a 2 ans, c'était rien de moins que du génie. Là. Fait que, ouais, moi, ça. Juste une petite question comme ça, puis faites l'exercice, là, ceux qui regardent le pod. Il y a combien d'équipes dans l'Ouest qui peuvent se rendre en finale de la Coupe? C'est insane. Moi, j'en compte 6. Ouais. Tu sais, des équipes... À part, moi, toutes les équipes sauf Colorado et Dallas, tu me dis cette équipe-là va se rendre en finale, puis je ferais pas comme non, t'as pas raison. Winnipeg, Saint-Louis, Nashville, San Jose, Calgary, Vegas peuvent tous se rendre en finale. Fait que là-dessus, c'est. Tu sais, oui, peut-être que la meilleure équipe est dans l'Est, c'est Tampa Bay. Peut-être même que la deuxième meilleure équipe, c'est Boston dans la Ligue. Mais les séries les plus excitantes pour moi, c'est l'Ouest parce que c'est celle que d'aucune de ce qui se passe. C'est clair, même dans l'Est, moi, basically, je vois 2 équipes se rendre en finale, là. C'est une ou l'autre. C'est ça, exactement. Ensuite, moi, ça me donnerait une belle série Nashville-Winnipeg. Puis c'est là que j'ai pas le choix d'arrêter. Je peux pas y aller avec mon cœur dans celle-là. C'est une série que Pecorine va chier absolument. C'est le temps que Pecorine va se remettre à être un esti de goaler de marde. Chose que ça fait quand même longtemps qu'il a pas été, mais qui a été longtemps avant de redevenir mystérieusement bon, vraiment vieux. Donc j'ai Winnipeg à genre 5-6 là, dans cette série-là. Ok, ben moi, ça me donne Nashville contre les Blues. Et dans cette série-là, j'ai encore Nashville. Je pense que Nashville aurait encore une fois de plus l'avantage de la glace. Puis à Nashville, c'est dur à les gagner. Je pense pas que les Blues seraient capables de... Surtout après avoir sorti Winnipeg, qui aurait pris quand même tout leur jus. Là, parce que Winnipeg, c'est une équipe qui pèse en moyenne, d'après moi, 308 livres. Ils sont énormes, man. C'est dégueulasse. Sont complètement énormes. Là. On a beau dire que le jeu physique, c'est plus ce que c'était. Te faire ramasser par Byfuglien, ça reste te faire ramasser par Byfuglien. Fait que ouais, je pense que Nashville réussirait à grinder cette série-là en 6 matchs. Good. De l'autre côté, je pense qu'on a les mêmes séries. Pittsburgh-Washington. C'est direct là que les Capitals choke puis que les Pingouins vont sortir genre la série qu'on pense pas qu'ils vont gagner, mais que Sidney Crosby et Malkin vont être vraiment bons. Puis ils vont réussir à gagner ça en 6 ou ça peut même aller en 7, mais j'ai Pittsburgh en 6 dans celle-là. Mais moi aussi, j'ai Pittsburgh en 6 exactement dans cette série-là. Là. Je pense que ce serait le retour à la normale, c'est-à-dire les Pingouins qui trouvent le moyen d'éliminer les Capitals. Yes, puis dans la série qui serait probablement une des meilleures séries La finale de l'Est. Ah, la finale de la Coupe Stanley. La finale de l'Est, honnêtement. Tampa Bay, Boston, moi j'aurais Tampa en 6, mais honnêtement, ça pourrait être Boston en 7. Là. Mais je dirais Tampa en 6. D'abord parce que je pense que Boston, je suis même pas 100% sûr qu'ils se rendent en deuxième ronde, tandis que Tampa, je sais qu'ils vont être là. Fait que, j'aime mieux mettre Tampa plus loin. De toute façon, dans les dernières confrontations qu'ils ont eues, on voyait que Tampa était quand même une coche en haut des Bruins. Ouais, je pense que... moi, j'ai Boston. Pour être franc avec toi, je pense que Boston va gagner cette série-là. Comme j'ai dit, je pense que c'est une équipe qui est un peu faite pour battre le Lightning parce qu'ils sont déplaisants avec le 5 Alice. Puis j'ai l'impression que la série contre les Leafs va vraiment mettre les Bruins dans leur groove. Puis des fois, je pense que ça peut être bénéfique d'avoir des séries un peu plus longues puis un peu plus ardues en début. Comme ça, t'es juste... Tu sais, ça a été émotif, ça a été tough contre les Leafs. Il a fallu que tu dig deep pour aller chercher ça. Fait que là, tu le sais que les gars sont dans leur groove des playoffs. Puis est-ce que le Lightning va être 100% dans leur groove des playoffs s'ils sortent Columbus en 4-5 comme on pense qu'il va probablement arriver? Tu sais, ils vont avoir une petite pause, ils vont encore se sentir très bien par rapport à eux-mêmes et leur performance. Puis j'ai quasiment peur de justement avoir un Lightning overconfident contre la seule équipe selon moi, qui peut les battre dans toute la Ligue nationale. Puis j'ai les Bruins, ça me fait mal au cœur. J'ai 2 équipes, ça me fait quasiment plus plaisir que Boston gagne que les Lightning. Mais tu sais, c'est... Sachant où la suite de mon bracket s'en va, c'est pas nécessairement ça que je veux voir, mais j'ai Boston dans cette série-là en 7.
Les Bruins affrontent le Lightning, je prends personnellement pour les Bruins. C'est dur de prendre pour les Bruins, mais... Personne n'aime une équipe qui a fini avec 128 points. Là. Tu veux voir une équipe les upset. Exactement. Donc, finale de l'Est pour moi, Boston, Pittsburgh. Puis c'est là que ça s'arrête pour le beau parcours pour les petits pingouins. Là. Ça va être le temps de jouer dans la cour des grands. Puis j'ai Boston en genre 5 dans cette série-là. Ah ben moi, j'ai le même nombre de matchs. J'ai Tampa Bay en 5 aussi. Là, si Tampa Bay affronte Pittsburgh en finale d'association. Je pense que niveau attaque, c'est très comparable. Niveau gardien, je pense que même Murray à son top est probablement à peu près au niveau de Vasilevski, pas en haut. Puis après ça, ben, si tu compares les défenses, ben, t'as pas le choix d'aller pour le Lightning de ce côté-là, en 5 petits matchs. Yes. De mon l'autre côté, j'ai mes Sharks contre les Jets. Prédiction à laquelle je crois le moins dans toutes les prédictions que j'ai faites parce que Jones est à chier, mais le Bucto est à chier, mais on dirait que si je me dis compare les deux puissances offensives, j'aurais tendance à y aller avec Winnipeg, mais pour une raison ou une autre, je pique les Sharks en 7 dans cette magnifique finale-là, qui serait une très très belle série, là, Winnipeg-San Jose. Ouais, ça serait du méchant hockey. For the record, là, dans ta série aussi, j'irais pour les Sharks, juste à cause que la défense des Jets, moi, m'impressionne pas plus qu'il faut versus celle des Sharks. Là. Surtout si Vlasic redevient Vlasic, ce qui est vraiment pas sûr. Parce que, ouais, c'est ça. Vraiment pas. Si Vlasic redevient bon, les Sharks peuvent vraiment aller loin. Mais moi, c'est ça. Moi, ça me donnerait une série encore plus crève-cœur. On sait tous que Kessel, c'est mon joueur préféré. Ils suivent Carlson et Subban. Ben là, j'ai Nashville contre San Jose. Je serais déchiré dans cette... Honnêtement, là, je veux quasiment pas que ça arrive parce que je serais pas hâte d'être content, vraiment. J'aurais Nashville en 6 matchs. Simplement parce que je pense que là, c'est... J'ai beau pas tant le truster, faut que je donne le nod à Pekka Rinne, qui est quand même plus... Contre Jones, oublie ça, là, c'est même pas un défi cette année, là. Je dis, tu sais, même Rinne, je le prends quand même over Rittich, je le prends over Hellebuyck, tu sais, ça reste un gardien en qui j'ai quand même plus confiance que la majorité. À part Fleury, moi, c'est... Tu sais, Fleury, Bennington, Bishop, peut-être que j'ai plus confiance que Rinne, mais je pense que dans une série contre les Sharks seraient probablement un peu meilleurs, mais pas assez pour battre les Preds, là, qui défensivement sont pas beaucoup moins bons que les Sharks, qui ont un meilleur gardien, puis en attaque, ben ça serait quand même... Les Sharks marqueraient plus de buts, parce qu'ils ont une meilleure attaque, mais les Preds sont fatigants. Je pense que rendu là, les Sharks seraient pas mal épuisés après avoir joué. Ben, tu sais, dans cette hypothèque-là, je veux dire, ce qui ferait la différence, c'est le fait que Nashville a eu Dallas en première ronde, parce que toutes les autres séries auraient été là. Ouais. Donc, ma finale de la Coupe Stanley, San Jose, Boston. Et puis, no way que les Sharks gagnent ça, le Boston en 6. Pour la Coupe Stanley, ça va faire mal au cœur de voir les Bruins élever la Coupe encore, mais je pense que... Rask ou Bergeron ou Marchand, c'est pas mal un des trois. Ouais, peut-être pas ça. Moi, pour vrai, je vais y aller avec le pic sentimental là-dedans. Si Boston est pour gagner, donnez-moi le Conn Smythe à Pat Bergeron, là. Ouais. Moi, de mon bord, ça me donne le Lightning versus... Les Preds. Reds. Faut que j'aille avec le Lightning. J'espère pas, là, honnêtement, mais je veux dire, je pense que ce serait... Tu sais, est-ce que je pense qu'ils pourraient perdre éventuellement le Lightning? Wow, ouais, c'est sûr qu'ils peuvent se faire éliminer. Mais je pense que ce serait malhonnête de prédire personnellement, de dire non, cette équipe-là va battre le Lightning. Faut que j'aille pour Lightning en 6 à peu près dans cette série-là. Pour le Conn Smythe, ben moi non plus, je ferai pas de grandes vagues. Là. Ça va être Nikita Kucherov. Moi, j'avais une dernière question aussi, là, tant qu'à être là. Je vais t'en poser, puis là, tout le monde peut essayer de penser à ça. Si, mettons, il y a un joueur en playoff, là, ça va être qui cette année, le joueur qui va être le unsung hero, si tu veux. Là. Le joueur qui n'est pas une superstar, puis qui va faire une grosse différence cette année en playoff. Et top, on ne va peut-être pas demander avant. Non, c'est ça, c'est tough, hein. Là, je suis le Chris. Faut que je pense à un joueur obscur des Bruins ou un joueur obscur. Ben, ça peut être un joueur obscur de n'importe quelle équipe, man. Ouais, ça peut être une équipe qui sera en deuxième, en troisième ronde, mais que c'est genre sur des performances extraordinaires d'un joueur que personne n'attendait. Jake Gunzel, ça compte plus, ça, là. Sur Razou, je pense qu'on s'attend à ce qu'il soit. C'est tough un peu de l'accepter, mais... Non, c'est ça. Un asti de joueur inventé des Pingouins, là. N'importe quel joueur inventé des Pingouins, man.
tu m'en donnes un des pingouins, là, moi je te dirais peut-être Jared McCann. Ouais. Jared McCann, c'est le genre de gars qui est capable. Parce que là, il joue souvent avec Sid ces temps-ci, là, puis ça va quand même bien, là, il joue avec Sid puis Genzel. Moi, de mon bord, bon, faut que je vais y aller avec le Lightning, justement, là, parce que je pense qu'ils vont quand même avoir des séries plus dures que ce qu'on s'entend. Je pense qu'un gars qui va faire la différence puis qu'on attend moins à cause du star power du Lightning, moi, je vais y aller avec Anthony Cirelli. Je pense que Cirelli... Cédric Paquette! Non, je pense que Anthony Cirelli s'est montré vraiment un centre défensif extrêmement efficace. Là. Puis je serais pas surpris qu'il ait cherché des. Tu sais, au moment où on va dire. Parce que tu sais, Stamkos en playoff, c'est historiquement un peu sketch. Là. Je pense que de ce côté-là, je pense qu'on pourrait voir Anthony Cirelli aller chercher des gros buts, un peu comme style la fois qu'Antoine Vermette avait scoré un méga gros goal en finale. Là. Mais je pense que ça peut ressembler à ça. Puis, tu sais, tout le monde parle du cap salarial du Lightning, déjà qui ont des bons contrats. Quand Tyler Johnson va s'en aller de Tampa, qu'ils vont échanger son contrat, je pense que le Lightning va quasiment juste devenir meilleur parce qu'il y a Cirelli meilleur que Johnson. Ouais, j'étais en train de checker ça vite, là, je serais pas surpris, mettons, que genre Melker Carson ait des bonnes séries. Genre. Ouais. C'est un gars qu'on n'a pas trop entendu parler cette année. Il est bon pareil. Sinon, les Sharks, il y en a une couple des gars, genre Kevin Labanc, un bon joueur de hockey. Souvent, ça retrouve ses bons trios aussi, souvent. Fait que c'est un gars qui pourrait aller compter des buts très importants, c'est du côté des Sharks pis tout. C'est du côté des Pingouins. J'aurais de la misère des Pingouins, des Bruins. J'aurais de la misère à voir justement quelqu'un d'autre que. Ouais. Tu sais, ils ont des bons joueurs, je pourrais dire être DeBrusk, quelque chose de même, mais ça serait-tu vraiment une méga surprise de son côté non plus? Puis tu sais, la première ligne va runner ça, là. Ouais, ce serait pas. C'est pas mal de même que ça s'enligne, je pense aussi. Là. Sinon, dans l'Ouest, il y a une coupe qui pourrait aussi être des Unsung Heroes jusqu'à un certain point. Là. Tu peux penser à Dan Lowry, peut-être avec les Jets. Sinon, du côté des Preds, il y en a peut-être un peu moins, là, parce que c'est une équipe balancée. Je pense pas qu'il va y avoir vraiment un joueur qui va sortir d'absolument nulle part. Non, mais c'est sûr. Bon, ben c'est cool, ça. Ça a été bien plus long que prévu. Ça va même être un backup. Tu sais, peut-être que l'Unsung Hero, ça va finir par être genre UC Saros aussi. Ouais, c'est ça, un goaler qui... Ou genre, moi, OK, si je colle un gardien qui sort de nulle part et qui va les playoffs, je colle 100% Laurent Brossoit avec les Jets. Je te le dis, s'ils mettent Brossoit dans le net, je pense que je mets les Jets en finale. Il goal tellement bien cette année. Là. C'est juste parce qu'Elbuck a du star power que c'est pas Brossoit le goaler des Jets. Ouais, Brossoit, j'avoue qu'il est pas pire. En plus, il devrait... Le Lightning, mettons, une question stupide. Même. Le Lightning joue toutes les séries avec son deuxième goaler. Il gagne-tu la coupe pareil? Non, pas fuck Louis Domain. Je l'aime pas, moi, Louis Domain. Je sais pas si t'as vu, mais chaque fois qu'il sort dans les médias au 91-9, il est genre hyper cocky, les gars. Ah ouais, mais eux, genre, il calante tout le monde, mais c'est genre le petit gars au secondaire, genre, qui mesurait genre 5 pieds 1, puis qui avait un chum qui était là de péter à gueule à tout le monde. Fait que genre, il se cachait derrière pour dire genre à tout le monde qu'il était des mangeurs de fer. Ouais, fuck you, toi, ouais. Ça, c'est lui de même. Fait que, non, je pense pas qu'il serait capable d'amener le Lightning à la coupe, mais tu sais, le Lightning, c'est la meilleure équipe de la Ligue avec Vasilevski. Je pense qu'avec Domain, c'est peut-être la 4-5e quand même. Là. Nice. Clairement. Bon, ben merci, man. Ça a été bien plus long que prévu, fait qu'on cote ça direct là, puis... Ouais, fais juste nous plugger, ouais, tu t'es passé une chaîne YouTube, t'as fait des vidéos, fait que plug ça. Puis des futures vidéos que je vais faire, parce que j'essaie de commencer à faire des vidéos sur YouTube, on verra combien de temps ça dure. Là. Mais sortie contrôlée, mon username, là, je vais le mettre au pire en commentaire du podcast. Mais ça, si vous voulez voir, c'est des petites analyses comme je fais là, c'est-à-dire j'ai pas un bâton dans le cul ni rien. Là, on fait ça bien casual pour que le monde ait du fun et que ce soit pas trop sérieux. C'est ça. Excellent, fait qu'allez checker ça. On a parlé longtemps, fait qu'imagine quand il fait des analyses plus profondes, comment profond ça peut aller. Je vous le recommande, checker ça. Merci Seb. Puis on continue le podcast. Voilà, c'était le podcast cette semaine. Un gros merci à mes invités, Carl the Monster Nelson and Vince Morales. Thanks a lot, guys, for taking the time to speak with me. It was a very fun time and I hope that we'll get the chance to do it again in the future. Donc, un gros merci. Suivez-les sur Instagram et soyez prêts pour leurs combats respectifs à l'UFC Ottawa. Carl Nelson va affronter Matt Sales. Vince Morales va affronter Eamon Zabi. Et un gros merci à mon chum Seb Mani d'être venu avoir cette discussion de hockey-là avec moi. Tout le monde le sait que en dehors de
des arts martiaux mixtes, le hockey et la musique, c'est pas mal deux sujets qui me passionnent. J'ai eu chance de parler hockey. J'ai toujours bien du fun à parler hockey. Donc, c'est l'épisode cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Followez-moi sur mes réseaux sociaux à MMA Talk sur Facebook et sur YouTube, MMA Talk sur Instagram et D-MMA Talk sur Twitter. On se parle une prochaine fois.